Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast des établissements médico-sociaux, le podcast qui met en lumière le travail formidable réalisé par les acteurs du secteur. Je m'appelle Arnaud Chevalier et après avoir été directeur d'EHPAD pendant 8 ans, j'aide les établissements de santé à adopter les meilleures innovations pour simplifier et améliorer leur quotidien. J'ai créé ce podcast pour partager les belles expériences portées par des gens passionnés. Avant de commencer, si vous appréciez ce podcast, vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode et encore mieux, mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast et le partager à vos collègues. Sur ce, bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Sylvie-Henri Espargilère qui est consultante formatrice spécialisée dans la démarche qualité et la gestion des risques dans le médico-social. Et ensemble on va parler démarche qualité, un sujet dont tout le monde rêve, tout le monde adore. Et tu vas nous expliquer comment tu fais pour mettre en place une démarche qualité dans un établissement. C'est un peu ton credo sans que ce soit une usine à gaz. C'est ça. Avant tout ça, je te propose de te présenter, de nous expliquer ton parcours et comment t'en arrives là. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour, merci beaucoup pour cette invitation. Tu l'as très bien dit, Sylvie-Henri Espargilère, voilà, comme j'aime à le dire, très bien, c'est Sylvie, hein, ça va plus vite. Spécialisée effectivement sur le social médico-social, démarche qualité et risque. Avant d'être consultante formatrice, j'ai été responsable qualité gestion des risques mutualisée au sein d'un GCSMS d'EHPAD public en Gironde, voilà, avec une dizaine de structures. Et en fait, cette expérience professionnelle, moi, elle m'a beaucoup appris sur le partage, sur le fait d'être mutualisée. Les projets que je pouvais mener dans une structure servaient l'autre, etc. C'était déjà quelque chose d'ancré, mais c'est devenu vraiment une grande valeur professionnelle que j'ai. Et donc, au-delà de mon métier, c'est pour ça que du coup, quand j'ai commencé à être à mon compte, en fait et encore aujourd'hui, enfin, je suis beaucoup sur cette notion de partage d'outils et de méthodes. Donc j'ai commencé avec un blog où, il y a des articles, des outils, téléchargeables. Puis ces outils téléchargeables, en fait, j'ai commencé aussi à les partager sur LinkedIn, sur ma page LinkedIn, voilà, avec, des posts à peu près, 2 par mois. Enfin, j'ai une régularité, à peu près. Et puis l'année dernière, en 2022, j'ai, fini enfin, j'avais un peu travaillé là-dessus, mais depuis 2022, je fais une newsletter de veille hebdomadaire, voilà. Tous les lundis matins, les abonnés ont la veille, qualité et risque du social et du médico-social dans leur boîte mail, voilà. Et puis depuis septembre, en termes de partage toujours, j'ai ouvert ma chaîne YouTube sur laquelle, je publie une vidéo, une capsule vidéo de 5 minutes, voilà, par mois, voilà, sur les outils qualité. Là, on est plutôt sur de la sensibilisation qui est à destination des professionnels. Voilà, quand par exemple la newsletter, elle est plutôt à destination de membres de la direction, ou de responsables qualité. Voilà. Donc voilà, donc quand je fais pas tous ces partages gratuits, hein, voilà, je fais de la formation, de l'accompagnement, technique, voilà, un document unique, un projet d'établissement, voilà, la mise en place, de différentes choses, de l'évaluation. Et puis pour les structures où effectivement il y a beaucoup à faire, plutôt que de faire, quelques accompagnements techniques par-ci par-là, en fait, ce que je propose, c'est de l'externalisation de la fonction, du coup, de responsable qualité gestion des risques. Donc pendant une durée qui va de 6 mois à 1 an maximum, je suis la responsable qualité gestion et risques de la structure qui décide de me faire confiance. 6 mois parce qu'on ne peut pas faire en moins de 6 mois, sinon c'est un accompagnement technique. Et pas plus d'1 an parce que mon objectif, c'est que les établissements soient autonomes sur leur démarche qualité. Voilà. Et donc c'est en ça qu'il y a le credo aussi anti-usine à gaz, c'est-à-dire que, moi j'interviens dans des structures où il y a rien, il y a pas de référent qualité, il y a pas de budget, il y a pas de ligne de masse salariale pour ça. Et l'idée, c'est de mettre en place la démarche et de, rendre l'établissement autonome dans la gestion et dans la pérennité de cette démarche. Donc ça, c'est voilà, ça c'est tout l'intérêt parce que, comme j'aime à le dire, en fait, si je voulais être, voilà, la responsable qualité, long terme et que dans une convention qui s'arrêterait jamais, je reviendrais au salariat et puis je serais mutualisée sur différentes structures comme le boulot que j'avais avant. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Donc voilà. Du coup, dans mon credo, c'est, voilà, ceux qui bossent avec moi l'entendent très souvent, on fait simple, conforme, efficace. Voilà. Et du coup, comme ça, on n'a pas, d'usine à gaz. Voilà, pour la présentation. J'ai fait hyper synthétique, hein. Ça fait Très synthétique, très complet, il y a plein de trucs sur lesquels je voudrais rebondir.
Mmh. Euh, Peut-être juste pour rester sur la partie présentation, qu'est-ce qui t'a amené dans le médico-social? Alors ce qui m'a amené en fait, d'abord, c'est ce qui m'a amené à la qualité, en fait. Au départ, j'ai une formation, enfin j'ai une formation commerciale pour m'être rendu compte que je voulais pas être dans le commerce. Du coup, j'ai bifurqué sur une, formation, logistique parce que, les organisations, m'intéressaient beaucoup. Et en fait, dans le cadre de cette formation, j'ai eu un module, démarche qualité et je me rappelle encore, c'est un premier cours sur la démarche processus et j'ai fini ce cours en me disant: «J'ai rien compris, mais c'est génial. C'est exactement ça que je veux faire». Parce qu'en fait, ça permet de faire le lien entre, toutes les enfin, tous les professionnels. Ça apporte de la cohérence, de la gestion de projet, c'était tout ce que j'aimais, en fait. Et du coup, bah, j'ai continué, mes études, là-dedans et lorsque j'ai fait mon master qualité, je me rappelle très bien que, j'avais beaucoup de personnes dans le master qui, voulaient bosser dans l'automobile ou autre et moi pas du tout. J'avais toujours dit, à l'époque, parce que, bah, moi je suis plus très jeune maintenant, mais en tous les cas à l'époque, c'était pas trop ça et j'avais dit: «Moi je veux faire des démarches qualité, mais dans le domaine du service». Voilà et donc voilà, au départ c'était vraiment, ça. Et puis j'ai travaillé 5 ans dans l'accompagnement des démarches, qualité de la caisse primaire d'assurance maladie et des CAF, voilà, pour un cabinet privé. Et au bout de 5 ans, j'avais fait le tour et de là, j'ai eu l'opportunité de ce fameux, groupement, en fait voilà, je dois avouer que quand j'ai appris ce que voulait dire l'acronyme EHPAD, voilà, en lisant, l'annonce, du poste. Et en fait, quand je suis arrivée dans le médico-social, enfin, je voudrais plus le quitter aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pas le but. Parce que, moi, je suis une grande convaincue de l'intérêt des démarches qualité, de ces outils, de ces méthodes et de le mettre au service de l'accompagnement des personnes vulnérables. Bah, en fait, c'est ça voilà, ça il y a toutes mes valeurs, en fait, personnelles et professionnelles qui sont regroupées là-dedans. D'où je suis, voilà, complètement, convaincue et heu et tout ce que j'ai pu apprendre sur, les démarches qualité, l'ISO, voilà, moi je suis une formée, AFNOR quoi en fait, j'adore adapter toute cette technicité en fait, l'adapter pour la rendre accessible et utile pour l'accompagnement social et médico-social, voilà. Donc effectivement, j'ai travaillé pendant 8 ans pour ce groupement, donc EHPAD, hein, personnes âgées dépendantes. Il y avait dans le cadre des EHPAD, il y avait un EHPAD qui était une fondation avec 2 foyers occupationnels. Donc j'ai fait un tout petit peu d'accompagnement sur la personne en situation de handicap, mais ça reste très léger. Et depuis que je suis à mon compte, j'ai mis un pied dans la protection de l'enfance et là, c'est encore autre chose, quoi. Ouais. Donc je sais pas si ça répond à la question, mais Oui, très bien, ça ouvre même une porte, parce que du coup, tu es spécialisé EHPAD, comme moi en fait. oui. Maintenant, tu dis protection de l'enfance, juste en voilà, très rapidement, mais qu'est-ce que tu as vu dans la protection de l'enfance? Parce que moi, le sentiment que j'ai, c'est que autant nous, on se plaint de pas avoir de moyens, de pas avoir assez de moyens, mais mon sentiment, c'est que la protection de l'enfance, tout le monde s'en fout, il y a zéro moyen. Ouais, alors j'avoue que oui. Alors les moyens sont pas les voilà, sont pas les mêmes. Effectivement, de naviguer, on va avoir, dans le monde du social, du médico-social, là, qui est très large, il y a des structures qui vont avoir des budgets, aussi parce qu'en fait, on alors les sous sont là où on peut trouver de l'innovation. Voilà. Par exemple, dans l'addicto et ben, il y a un peu plus de budget, mais parce qu'en fait, il y a des projets innovants. Mais on n'est pas dans des choses, voilà. En fait, les sous, on n'a jamais de sous, quoi qu'il arrive, pour du pérenne. Et dans la protection de l'enfance, en fait, il y a pas d'innovation technique incroyable. Voilà. Donc C'est du coup, il y a pas de pognon. Parce qu'en fait, désolée, si j'ai dit pognon, je vais dire des dingueries encore, mais voilà, il y a pas de sous parce qu'en fait, en fait, il faut donner des sous pour quelque chose, enfin pour un accompagnement, pérenne et en fait, les budgets aujourd'hui qui sont débloqués, c'est pour des projets. Donc les seuls sous pour avoir la protection de l'enfance, ça va être pour les professionnels, tant mieux, ce serait pour de la QVCT. Mais pour l'accompagnement voilà, des, mmh des enfants, il y a effectivement, pas grand-chose, hormis pouvoir proposer encore une fois, des projets innovants. Mais ça se retrouve un peu dans tous les domaines et voilà et après, alors si j'en reviens sur ma casquette, démarche qualité, la démarche qualité dans la protection de l'enfance, ça m'a aussi permis de voir, tout l'aspect, éducatif. Parce que là, du coup, on est vraiment que dans le social. Il y a plus le médico, voilà clair. et ça m'a demandé, moi, encore une nouvelle adaptation qui a été, enfin qui est toujours d'ailleurs passionnante,
Parce qu'en fait, la démarche qualité arrive avec des outils, des méthodes, des structures, des grilles d'évaluation, et cetera. Et les éducs, et je les comprends, ils aiment pas ça. Et ils ont bien raison de pas aimer ça. Et j'aime beaucoup quand on me challenge sur venez pas avec voilà, toute votre théorie et vos jolis outils. On veut du pragmatique, en fait. Et voilà. Et la protection de l'enfance à un autre niveau, en fait, que l'EHPAD, à l'époque où j'ai commencé à y travailler, m'a beaucoup challengée, là-dessus. Sur encore une fois, toujours comment on fait pas une usine à gaz, c'est-à-dire comment on fait simple, conforme, efficace. Voilà. Et voilà. Ok. Non, ok, c'est intéressant. Je pense qu'il y a peut-être aussi un lien avec le domicile. Je pense que la protection de l'enfance, c'est beaucoup. Il y a des établissements, mais c'est aussi beaucoup de services, beaucoup d'accompagnement, Mmh, un peu hors les murs. Et du coup, c'est difficile aussi de rassembler les moyens, de rassembler aussi les équipes pour avoir ces temps d'échange, de co-construction. mmh. Mais bon, euh, je reviens sur un point que tu as parlé. Donc, tu as commencé dans un GC-SMS. Moi, Oui. là, ça fait plusieurs fois ces derniers mois où je vois des expériences, des retours de GC-SMS et je me dis que justement par la mutualisation, le partage, euh, ouais, partage et travail en équipe, mais plus structuré que des simples partenariats, j'ai l'impression qu'en fait, c'est quand même très efficace. Est-ce que toi, c'est quoi ton expérience par rapport au GC-SMS? Qu'est-ce que t'en as pensé? Alors du coup, j'ai une expérience GSM alors de mon expérience, oui, donc de toute façon le partage, enfin, de toute façon je l'ai dit, hein, c'est une de mes valeurs professionnelles, donc Ouais, partager, non, c'est mais sympa. Au niveau de la mutualisation, alors, au niveau des GCSMS, la particularité enfin la particularité non, c'est que du coup, donc c'est un GCSMS d'une dizaine, d'EHPAD publics autonomes. Et donc, faut se dire que moi, j'ai accompagné, au départ 7 puis 10 des EHPAD de cette structure. Il faut se dire que j'ai fait 10 démarches qualité différentes. Autant j'ai pu apprendre, et faire en sorte que les cadres de santé, par exemple, se partagent des outils entre eux, les animateurs aussi, par exemple. Autant, le principe de l'autonomie était très, très important, c'est-à-dire que j'ai pas fait une démarche qualité, franchisée. Je sais pas si tu vois hmm, ce que je veux dire, hein, mais, l'idée voilà. qui vient du siège, parce Voilà. qu'il n'y a pas de Ensuite, siège, c'est ça l'intérêt. voilà. Après ce GCSMS, là, pour le coup, pour sortir du concept de la démarche qualité, il a été créé au départ pour répondre, à l'obligation des établissements de plus de 80 lits à avoir un service de mandataire judiciaire. Et donc ce GCSMS, au départ, il s'est construit pour pouvoir avoir un service de mandataire judiciaire mutualisé. Voilà. Et donc, et ça a très, très bien fonctionné. Voilà. Et en fait, bon, il y a eu un moment où on a travaillé sur le CEPOM de ce GCSMS, et c'est vrai que parmi les grandes lignes, alors il y avait, les coûts, est-ce qu'on peut, négocier de l'assurance mutualisée ou, voilà, d'un un groupement aussi, d'achat alimentaire, voilà, il y a eu de ce type de projets qui ont été menés. Mais c'est vrai que du coup, alors, aussi parce que ça faisait partie des choses dans lesquelles j'étais, mais la mutualisation de ce qu'on avait appelé les compétences rares, était, très intéressante. Un APA, par exemple, enfin de l'activité physique adaptée. Chaque établissement public avait pas forcément les moyens d'eux, mais tous ensemble, on avait pu avoir un budget pour avoir, quelque chose de mutualisé. Des compétences rares, on pense à des ergots, à des psychomotes, voilà. En fait, il y a un moment où, moi j'avais une structure, qui me disait, «Non mais nous en fait on va peut-être ouvrir un PASA juste parce qu'on a besoin d'un ergot en fait et qu'aujourd'hui c'est le bon truc», voilà. On en revient encore une fois, hein, au financement en fait. Comment je peux, financer quelque chose? Ben, au travers d'un projet innovant. Alors c'est plus trop innovant le PASA, même si c'est toujours important, mais de se dire: «On va faire un PASA parce qu'au moins ça nous permettra de justifier le fait d'avoir un ergot, mais parce qu'on veut un ergot». Voilà. Et du coup, au niveau de ce GCSMS-là, ça pouvait aussi avoir l'idée de mutualiser, des compétences, c'est-à-dire les structures qui avaient un ergot, de pouvoir, elles, augmenter le temps de travail de leur ergot, autant que possible, après avec négociation, bien sûr, hein, et de faire des conventions de mise à disposition. Voilà. Moi, typiquement, j'étais recrutée par un EHPAD à temps plein qui me mettait à disposition de tous les autres. Voilà. Hmm, ok, la dimension partage, ok. Ouais. Alors, la démarche qualité, pour toi, c'est quoi ta vision de la démarche qualité? En gros, pourquoi on le fait et à quoi ça sert? Avant de parler comment on fait pour que ce soit pas une usine à gaz, tu dirais que c'est Et quoi la qualité?
Et ben du coup, c'est une très bonne c'est exactement par là que je voulais démarrer parce que justement, un de mes credos aussi, on sait d'autant mieux comment faire les choses quand on sait pourquoi on les fait. Voilà et tu vois, les trucs que je pensais aller dire ce matin et si tu m'ouvres la porte en grand, c'est de dire que déjà pour faire une démarche qualité, qui soit pas une usine à gaz, il faut savoir pourquoi on le fait. Voilà, donc pourquoi on fait une démarche qualité? C'est quoi la qualité? Si on revient, à la définition même, le mot qualité, ça veut dire qu'il répond à des exigences. Voilà, un stylo de qualité, un accompagnement de qualité, voilà. Donc quelque chose qui est de qualité, c'est qui répond à des, exigences, voilà. La démarche qualité, c'est une manière de faire, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'assurer et d'améliorer notre organisation pour qu'elle puisse nous assurer la conception, la réalisation de nos produits ou de nos prestations qui sont donc de qualité, qui répondent à des exigences. Voilà. Avec cette phrase que j'aime beaucoup, c'est une organisation irréprochable assure des produits, des prestations irréprochables. Si on revient sur l'ISO 9001, qui est la Bible voilà, certifiante des démarches qualité, quand on est certifié ISO 9001, on ne certifie pas le produit ou la prestation qu'on propose, on certifie l'organisation. Voilà. On a une organisation de qualité qui nous assure des produits, des prestations de qualité. Du coup, dans le médico-social, J'ai un je... mais, Oui, je te coupe, mais j'ai un mais. vas-y. Parce que, OK, on répond à des exigences. La problématique, surtout dans les établissements, c'est que des exigences, il y en a plein et que c'est subjectif. C'est ça. Voilà. Ben, Du coup, comment on complètement. fait? Donc, en fait, il faut repartir déjà à l'essentiel. C'est-à-dire que les démarches qualité, elles sont mises en place depuis la loi 2002. Et c'est la loi 2002 qui nous dit pourquoi on doit mettre en place une démarche qualité et c'est quoi l'exigence générale. Si, voilà, si je reviens, et promis, je ne dirai plus de ISO 9001 à partir de maintenant, mais si on revient sur ISO 9001, c'est la démarche client et c'est satisfaction du client. Voilà. Ah, Produit de mais j'ai rien qualité, contre prestation, voilà. l'ISO, hein. Moi, j'ai fait mon mémoire sur l'ISO. Ah Tu ben vois. voilà, donc C'est-à-dire que on décline la démarche qualité de l'ISO et qu'un jour, on sera sur une certification. Donc, tu vois, c'était en voilà. 2011. On est sur une semi-certification depuis Oui. 2023. Et moi, je suis très contente qu'on n'ait pas calqué toute l'ISO 9001 et toutes les démarches processus et voilà, toute cette scolarité-là, on va dire, dans le médico-social. Mais voilà. En l'occurrence là, du coup, c'est la loi 2002 qui nous dit quelle est l'exigence principale. C'est quoi un accompagnement social, médico-social de qualité? Eh ben, c'est un accompagnement qui lutte contre la maltraitance et qui assure le respect des droits et libertés. C'est la base de la loi 2002. Donc en fait, il faut repartir de ça. C'est pourquoi on fait une démarche qualité, c'est pour ça. Voilà. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que du coup, dans nos critères impératifs HAS, ben, en fait, on en a 7 sur les droits et libertés et on en a 2 sur la lutte contre la maltraitance et les actes de violence. Voilà. C'est Et la base. Loi maintenant que tu le dis, 2002, c'est clair. voilà. Donc du coup, une fois qu'on est donc notre démarche qualité, elle est là pour ça. Elle est là pour, OK, notre démarche qualité, c'est, mettre en place une organisation qui nous permet de répondre, entre autres, à cette exigence fondamentale, lutte contre la maltraitance, respect des droits et libertés fondamentaux. Une fois qu'on a ça, en fait, après c'est sur on va passer sur le comment, mais là où je rejoins, c'est qu'il y a, comment dire? Il y a énormément effectivement d'exigences, c'est-à-dire que depuis, la loi 2002, on est en 2023, ça fait 11 ans, ça fait, 23 ans, pardon et donc du coup, il y a 21 ans, pardon, je vais y arriver. Il y a eu énormément de choses qui se sont ajoutées. Déjà, qualité est venue se rajouter à la qualité et la gestion des risques, ont fini par se rencontrer. Voilà, ça c'est un point que j'évoquerai peut-être plus tard. Mais voilà, donc aujourd'hui, il y a plusieurs gestions, mais il faut toujours revenir quand même sur celle-ci qui est fondamentale. Parce qu'en fait, c'est à partir de la lutte contre la maltraitance des droits et libertés qu'on a commencé à parler on met l'usager, le résident, le bénéficiaire, maintenant on dit la personne accompagnée au centre de tout. Parce qu'on doit le protéger, parce qu'on assure sa sécurité, parce qu'on assure la liberté, enfin on assure, pardon, le respect de ses droits et libertés. Et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé à parler de projets personnalisés. Et en fait, tout découle de près ou de loin de ça. Voilà. Et du coup, le deuxième point que je voulais évoquer, c'est-à-dire c'est un, savoir pourquoi on le fait. Pour moi, vraiment, hein, dans la démarche anti-usine à gaz que j'utilise, c'est un, je rappelle le sens. En deux, je rappelle, et alors ça, en fait, c'est le point 2 que je dis, et en fait, qui est tout du long de tous les accompagnements que je fais, et je lâche jamais là-dessus. On fait
pour sa structure, on fait pour ses professionnels, on fait pour ses personnes accompagnées et c'est tout. Voilà. Donc, quand je fais du conseil, même si c'est de l'accompagnement technique, des évaluations, de la formation, de l'externalisation, peu importe, il y a toujours ce moment où quelqu'un va me dire: «Ah oui, mais sur ce point, qu'est-ce qu'on demande la loi? Qu'est-ce qu'on me demande? Qu'est-ce que je dois justifier? Qu'est-ce que je dois faire?» Et à chaque fois, je réponds toujours à cette question par: «D'accord, de quoi vous avez besoin? De quoi vos professionnels ont besoin? De quoi la structure a besoin? De quoi les personnes accompagnées ont besoin?» Voilà. Vous répondez à cette question et moi, je vous dirai, est-ce que ce besoin-là, il est cohérent avec la réglementation? 99% du temps, c'est le cas. Voilà. Donc, en fait, il faut jamais, en fait, ce qui fait qu'une démarche qualité devient une usine à gaz, c'est quand on la fait pas pour soi. C'est quand on l'a fait pour l'évaluateur HS. C'est quand on le fait pour l'ARS parce que, contrôle sur pièce, elle nous a demandé telle procédure, on va l'écrire. Alors, je suis d'accord, on n'a pas le choix, hein. Je prends un exemple un peu éhonté, oui, des fois l'ARS, elle nous demande des procédures qu'on n'a pas écrites. On va écrire la procédure et on le fait pour l'ARS vite, vite parce qu'on a l'injonction de le faire tout de suite. Si on en avait un peu plus le temps, ce serait de se poser, de se dire: «OK, l'ARS me demande, la procédure de gestion des contentions». Je ne l'avais jamais écrite. Est-ce qu'il y aurait besoin d'écrire un document méthodologique sur la contention? Aujourd'hui dans ma structure? Est-ce que ce serait intéressant pour la structure? Est-ce que ce serait intéressant pour les professionnels, pour les personnes accompagnées, pour, de la com n'importe quoi? Est-ce que ce serait intéressant? Oui. Dans quel cadre? Et en ce cas-là, je fais ce document-là. Je l'écris pour moi et c'est ça que j'envoie à l'ARS. Donc ce sera peut-être pas une procédure. Ce sera peut-être une affiche, ce sera peut-être un rappel de bonne pratique, ce sera peut-être un livret d'informations à destination des familles pour leur expliquer c'est quoi la contention, c'est quoi la restriction de la liberté d'aller et venir. Et comment ça se passe dans la structure, ce sera peut-être ça qu'on enverra à l'ARS. Ce ne sera pas la procédure telle que voilà. Ça nous évite de faire du copier-coller de la structure d'à côté, d'avoir un document qui nous sert à rien, qu'on va devoir gérer, qu'on rentre dans notre gestion documentaire qui nous voilà et qui nous pollue et qui nous sert à rien. Voilà. Mais donc ça, c'est une bataille vraiment quotidienne. À chaque fois, c'est: «Ah oui, mais qu'est-ce que la réglementation, elle demande?» «Non, de quoi vous avez besoin?» Voilà. Et du coup, ça permet d'enchaîner sur le troisième point qui est une première chose, c'est d'avoir un système de veille qui est hyper performant. Voilà. D'où mon lancement là, l'année dernière, de ma fameuse newsletter de veille. Parce qu'en fait, il y a un moment, bon alors, comme je suis dans la culture du partage, en fait, quand je décide de mettre en place quelque chose, et de le rendre public, hein, et de le partager, je réfléchis toujours comme ça, c'est je me dis: «Qu'est-ce que quand j'étais qualiticienne, qu'est-ce qui m'aurait fait rêver et qui de toute évidence n'existe pas parce que je ne l'ai pas trouvé?» Voilà. Puis un jour, je me suis dit: «Ah, si tous les lundis matins, j'avais la veille dans ma boîte mail, voilà, j'ai plus qu'à cliquer, qu'à trouver et qu'à analyser en fait les nouveautés, ce serait d'enfer». Bah, du coup, je l'ai fait. Voilà, je me suis dit: «Est-ce que ce truc-là existe aujourd'hui?» S'il existe déjà au demeurant, je ne le connais pas et donc du coup, je l'ai fait. Voilà. Même chose, plus tard, heu, quand je me suis, voilà, je me suis dit, bah, à l'époque: «Tiens, qu'est-ce qui aurait pu, m'aider dans ma démarche?» Et bah, comme j'étais sur plusieurs structures, là, avec les évaluations HAS et cetera, à l'époque, moi, je suis arrivée en 2013, donc on était sur les, fins des évaluations, internes et externes, voilà. Et en fait, dans les 7 structures que j'accompagnais au départ, je répétais systématiquement les mêmes choses semaine après semaine. Et je me suis dit: «Ah, si j'avais pu mais m'enregistrer et leur diffuser une vidéo pour répéter les mêmes choses et pour pas me fatiguer en fait et puis, bah, partir là-dessus». Et c'est là où je me suis dit: «Bah, c'est ça que je vais faire. Je vais faire des petites capsules vidéo de 5 minutes qui vont permettre aux référents qualité d'éviter de répéter les mêmes choses et d'avoir un support de com». Voilà. Donc, mais bref, je m'égare. Du coup, Non, je non, reviens au c'est point qui super c'est, intéressant. Juste par rapport à ouais, la veille, tu dis donc la démarche qualité, ça doit être interne, enfin, tu vas plutôt se centrer sur soi, sur son pourquoi, sur son besoin, sur, voilà. mmh. Hem, du coup, la veille, OK, tu peux regarder les évolutions réglementaires, un peu ce qui se passe à droite à gauche, mais en quoi ça change quelque chose par rapport à ta démarche qualité en interne? En fait, le système de veille, quand je dis un système de veille performant, c'est qu'il doit y avoir un circuit, bien fait. C'est-à-dire, c'est déjà comment j'organise ma veille, comment je réceptionne en fait, hein, les nouveautés, voilà. Mmh. Comment je suis au courant du dernier guide de l'ARS, qui n'est peut-être même pas mon ARS d'ailleurs. Comment je suis au courant du dernier guide de l'Omédit, du dernier décret, en date, et cetera. Et en fait, c'est comment j'arrive à centraliser toute cette veille, comment ensuite je l'analyse
Et en fait, c'est là où le système veille est important, c'est que chaque nouveauté, on doit et alors notamment, je vais prendre le pire, c'est un nouveau décret, tu vois? 2016, je nous mets un petit bond dans le temps, 2016, boum, décret, l'annexe, au contrat de séjour. Ouais. Voilà. Ce truc-là, il tombe. Ça rappelle des souvenirs. À l'époque, bah, moi, j'avais ce système de veille-là, je vois le décret, je le bookine, je le décortique et le premier réflexe, je reviens sur mon point d'avant, c'est de dire en quoi l'annexe au contrat de séjour, va apporter quelque chose de structurant et d'intéressant pour mes établissements, pour les équipes, pour les personnes accompagnées. Voilà et en fait, de le décortiquer comme ça et donc de se dire, bah, en fait, oui, finalement, quand c'est pas de la contention, quand on restreint la liberté d'aller et venir des personnes hors contention, hors prescription, bah, en fait, il y a pas de réévaluation, on n'a pas de garantie vraiment d'un consentement ou autre parce qu'on est hors du champ de la prescription médicale. Donc cette annexe au contrat de séjour, il va venir couvrir tout ce qui n'est pas couvert par, une prescription, médicale et il va nous permettre de pouvoir justifier qu'on a fait une analyse bénéfice-risque et pas qu'on a décidé un jour qu'un tel, on allait le mettre en UP, parce que ça nous faisait plaisir. Voilà. Et ben OK. Donc du coup, ben, on va le présenter comme ça, en fait. On va dire: ben voilà, aujourd'hui, on a 14 personnes qui sont dans l'unité protégée. Qu'est-ce qu'on a déjà aujourd'hui comme traçabilité d'analyse bénéfice-risque qu'on a pu faire? Pourquoi on a décidé que? Comment on a impliqué la personne? Comment on a impliqué son entourage? Et on va tout recopier gentiment dans le cadre qui nous est donné par le décret. Et à partir de maintenant, toutes nos analyses bénéfice-risque, toute notre démarche qu'on fait déjà, on va la calquer dans le document. C'est en ça que je parle d'un système de veille performant. C'est-à-dire, c'est un système de veille qui nous permet d'être au courant rapidement des nouveautés et d'avoir un temps quand même dédié à sa compréhension. Et pas de partir en disant: «Il y a annexe au contrat de séjour, copier, coller, je fais». Voilà, ou j'envoie un mail au collègue: «Comment tu as fait chez toi? Vas-y, donne-moi ta procédure, je la copie, je la colle, je fais pareil, je l'envoie à l'ARS, je monte patte blanche». On a perdu du temps à faire ça. Voilà. Ouais. Ouais, l'idée, c'est comment on évolue en fonction de ce qui se passe, en fonction de l'actualité, en fonction des nouveautés. Et c'est Oui, vrai que c'est un bon exemple, cette annexe qui, en fait, peut être un super outil, en fait, un peu même plutôt pédagogique vis-à-vis des familles, en fait, pour expliquer oui, pourquoi on fait les choses, prendre le temps de le faire avec eux, faire signer, mettre, montrer qu'il y a toute une démarche de réflexion autour de l'accompagnement et que c'est pas, bon, bah oui. voilà, il y a telle situation, on fait ça, et puis en fait, on vous demande même pas votre avis. Ouais, Exactement et piloté par le médecin coordonnateur. Ça a du sens aussi. tout à fait. Dans ce 99 du temps, la loi est pas trop mal faite. Quand on la décortique un peu et qu'on y cherche du sens, voilà, mais bien ça, c'est personnellement, c'est un jeu que j'adore faire. J'adore prendre un texte de loi et de me dire comment ça pourrait être intéressant pour, mes clients actuels, pour, voilà, pour des structures et voilà et faire ce travail-là, alors seul dans mon coin, c'est déjà un peu rigolo, mais de le faire dans des groupes de travail avec des équipes pour dire: «Voilà, il y a là le voilà, le ministère, il nous a pondu telle nouveauté, qu'est-ce qu'on en fait?» Voilà et en quoi ça peut être intéressant. C'est hyper, passionnant, quoi. Là, en juillet, il y a eu le référent d'activité sportive. Pareil, c'est la question à se poser de, voilà, OK, maintenant ah là là, alors il y a 2 manières de le voir, hein. «Ah, on est obligé d'avoir un référent pour ça, comme si on avait le temps, comme si on avait machin, comme si on avait bidule». D'accord, c'est quoi les missions? Et en fait, est-ce que ça pourrait pas être intéressant pour nos personnes accompagnées? Comment on adapte un tout petit peu la loi, en fait, sans être hors loi, en fait, mais comment, en fait, on fait de ça une opportunité et quelque chose de, voilà, d'intéressant? D'où on n'est pas dans une usine à gaz parce que ça a un intérêt et puis Oui, c'est sympa. L'usine à gaz, c'est quand c'est chiant, ça sert à rien. exactement. Quand c'est, voilà, quand c'est pas utile, quand c'est, et quand c'est fait pour de mauvaises raisons, encore une fois. Mmh. Dans toutes les formations, là, dès que je fais des formations, des conférences sur l'évaluation HAS, je dis toujours et je le dis, mais tout au long de la journée, tout au long de la formation et moi je leur dis: «J'espère que ça, si vous avez qu'un seul truc à retenir, c'est ça, c'est ne faites rien pour les évaluateurs». C'est des gros ingrats, en fait. Vous allez vous casser les pieds à faire des documents hyper chiadés, à dire: «Ah attends, quand il va voir ça, ça va être merveilleux et tout». Il va peut-être même pas vous le demander. Voilà et pire que tout, il vous le demande. Il vous met effectivement une jolie petite étoile là, plus que le 4/4, tu vois? L'étoile là. Ouh, le Ouais, truc eh beh, super, ce truc qui sert à rien d'autre qu'à l'avoir impressionné, vous allez être obligé de le garder parce que dans 5 ans, on va espérer le revoir, hein. ouais. Donc c'est quoi qu'il arrive, comme je dis, faire un document ou faire quelque chose pour l'évaluateur HS, sur cet exemple-là, c'est quoi qu'il arrive se tirer une balle dans le pied. C'est soit le pied droit, soit le pied gauche. Mais dans tous les cas, Oui, oui. c'est une très mauvaise idée. Oui, parce que l'évaluateur, il cherche, des choses simples, des choses Oui, concrètes et des choses autour exactement. du résident et
Et c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on va retrouver dans un plan de soins, dans un projet d'accompagnement, dans les transmissions, de dire, OK, là, l'équipe s'est posé la question, a mis en place un truc le plus basique. Et c'est Mmh. là, on va se dire, OK, ça c'est bien. Après, les documents, tout ça, OK, c'est bien aussi. Ça facilite les documents preuves, mais c'est vrai que c'est pas ça qui fait vraiment la différence. Non, non, donc Euh, heu, donc du coup, on sait pourquoi on le fait. Déjà, on le fait pour nous et on se le répète très, très régulièrement. On fait ça pour nous, on fait pas ça pour, autre chose et on fait pas ça pour montrer patte blanche, ni pour, sur la gestion des risques, ce que j'entends beaucoup pour ouvrir des parapluies, voilà. Ouvrir. Voilà. On a un système de veille performant et qui nous impose aussi ce fameux rythme de faire les choses pour nous, voilà. Et puis après, de fait, comme, ça va nous pousser à nous améliorer, on a un plan d'action et on a un pilotage qui est régulier. Donc ça, pareil, au niveau de la coordination, moi, ce que je préconise, après ça peut être adapté, mais je préconise toujours d'avoir un plan d'action unique dans lequel on met tout. Voilà. On met tout parce que ça nous permet d'avoir une vraie idée, en fait, de tout ce qu'on s'impose aussi comme projet. Donc le projet d'établissement, il est dedans. Le document unique, il est dedans. Le CPOM, il est dedans et puis toute l'amélioration continue sur laquelle je vais revenir après, tout est dedans. Voilà. Le Ça nous PAC, permet de ouais. ouais, bah, justement, je trouve que c'est un sujet intéressant. Alors, moi, j'ai toujours eu du mal avec ça. Alors, parce que l'idée, ouais, c'est de mettre tout dedans. Sauf que Mmh. du coup, on se retrouve avec un tableau Excel qui est quand même assez long, fastidieux. Excel, ça se partage mal. Est-ce que tu as des astuces? Je pense il faut tout regrouper, mais comment on Mmh. fait en sorte de ne pas avoir trop d'actions ouvertes en même temps pour pas avoir en gros une to-do list, tu l'ouvres, tu te dis: «Aïe, aïe, aïe» et puis tu refermes quoi. Heu, Voilà et en fait, c'est Temps. exactement pour ça que je propose moi de le centraliser, en fait. Parce que quand on a le plan d'action CPOM dans un coin, le plan DU dans l'autre, le plan machin, en fait, on se rend pas compte qu'on est en train de s'imposer de travailler sur 5 projets en même temps. Donc en fait, on centralise tout et une fois qu'on a tout centralisé et justement, on revoit nos échéances. Parce que justement, on a des to-do list improbables et impossibles. Voilà. D'expérience à l'époque, toujours pareil, sur les évaluations, internes, les toutes premières, c'était fascinant parce qu'on avait des évaluations internes donc tous les 5 ans, et on faisait l'évaluation. C'était, hyper motivant, ça nous motive à mettre en place plein d'actions et moi, tous les plans d'action que j'ai conçus à l'époque, quand je disais: «Bon, ça, on le fait quand? Ah, ça, on le fait là, ça, on le fait là» et il y a un moment, j'aurais dit: «Alors attendez, on a un plan d'action, je vous ai fait juste un petit calcul de stats. 90 des actions sont dans les 2 ans. On a Ouais, 5 ans». c'est toujours comme ça, ouais. Voilà et dans ces 90 75 sont dans les 12 prochains mois. Enfin, c'est-à-dire que si vous voulez vous dégoûter du truc, continuez quoi, c'est pas possible. Donc en fait, de tout centraliser, ça nous permet justement de nous rendre compte à quel point on se met beaucoup trop de choses en même temps et donc on va lisser dans le temps. La première technique, comme tu dis: «Qu'est-ce que tu as comme astuce?» La première, c'est de lisser et c'est de reporter des choses, voilà, ou de les faire différemment, de les étaler dans le temps aussi. Par exemple, je peux avoir une structure qui voulait faire, son document unique, voilà, sur 15 jours, j'en dis n'importe quoi, en mars, voilà et puis on se rend compte qu'il y a plein d'autres projets en parallèle et on va dire que, on va, identifier par exemple 10 unités de travail dans ce document unique et on va faire unité de travail par mois. Donc à la fin de l'année, le document unique sera terminé, mais on aura pris le temps plutôt que de tout faire en masse, voilà. Donc Yes. après mais tout ça, c'est de la gestion de projet. Donc du Carrément. coup, Tu vois, j'ai oui, un pardon. truc à partager là-dessus, c'est le projet d'établissement. Moi, j'en Oui. ai fait plusieurs et en accompagnement aussi. Et je me suis rendu compte que, en fait, planifier les actions que tu vas faire sur 5 ans, en fait, c'est juste ridicule. Tu vois, Mmh. donc on était arrivé à un point où, en fait, c'était, ben, on va mettre quelques priorités, mais Oui. en gros, on va les prendre au fur et à mesure. Et en fait, on va pas les répartir dans le temps. On sait qu'on a tout ça à Mmh. faire. Et en fait, parce que, tu vois, tu vas dire, on va, alors, je sais pas, tu vois, par exemple, tout ce qui est risque infectieux en 2018. Tu te Oui. dis: «Ouais, bon, on va Mmh. prioritaire ou pas?» Et puis finalement en 2020, bah, tu te rends compte que c'est ultra prioritaire et en fait, ça va dépendre de l'actualité, de ce qui se passe, Oui. de tes résidents. En fait, Mmh. voilà, tu vas avoir à un moment une problématique, te dire: «Bah, là, en fait, on n'est pas bon», bah, ça devient ultra prioritaire et il faut le Ouais. prendre en route. Donc avoir planifié en amont, tu vois, sur 5 ans, en fait, ça sert à Mmh. rien, ça va changer. Donc c'est plutôt C'est ça. on Alors a moi des sur les pro vas-y, pardon, vas-y. non, non, c'est bon, vas-y. Sur les projets établissements, j'ai un discours qui est complètement comme le tien. Comme je dis toujours, c'est le projet établissement, donc il est sur 5 ans. La première année, on fait ce qu'on a marqué.
Voilà. La deuxième année, on fait ce qui est arrivé et on a envie de faire un avenant au projet d'établissement parce qu'en fait, on a de nouveaux projets qui sont arrivés. Il y a eu un financement de quelque chose, il y a eu machin, il y a eu n'importe quoi, il y a eu l'actualité et en fait, on fait d'autres choses. Du coup, on prend du retard sur les projets qu'on avait identifiés. La troisième année, on fait ce qu'on aurait dû faire l'année dernière tout en se posant la question de est-ce que ça a encore un sens et en se disant oh là là, on est encore en train de repousser notre projet d'établissement. La quatrième année, on a oublié qu'on avait un projet d'établissement, on n'en a plus rien à faire. Et la cinquième année, on fait réappel à moi pour pouvoir réécrire le prochain projet d'établissement. Voilà. Non, C'est à mais peu c'est près génial. le Avec, cycle de vie. ouais, Mais c'est voilà. ça. Alors, moi, la manière dont je l'ai vécu dans les établissements, c'est que souvent, on faisait un projet d'établissement, Mm. on l'oubliait, le plan Ouais. d'action. Et puis, au bout de 5 ans, on regarde et on se rend compte que malgré tout, tu vois, 60 à 70% des actions, Ouais. elles ont été faites. Oui, Mais dans la première année et demie. parce qu'il fallait. Ouais, ou même pas, tu vois, parce qu'il y a eu l'actualité, il y a eu le truc, parce que de toute façon, c'était des choses logiques, donc ça s'est fait. Oui. Et puis des sujets un peu, bon, secondaires, bon, on les a complètement zappés. Et puis, il y a Mm. des trucs qui sont apparus, ouais, comme tu dis, un appel à projet, quelque chose, et puis, ben, à la fin, on se rend compte, oh, bah, tiens, quand même, on a fait plein de trucs là-dessus Oui, qu'on n'avait pas prévu. c'est ça. Et à la fin, ça avance. Mais c'est vrai que, on va dire, c'est plutôt au feeling, Mm. euh, c'est pas ultra structuré, mais ça marche un petit peu quand même. Enfin bref, et du coup, comment, enfin voilà, sur l'outil, parce qu'après c'est le comment faire vivre ce plan d'action, Alors là, c'est un bonne idée. pilotage régulier. Et Ouais, comité de pilotage, au mois. Alors ça, autant, le plan d'action unique, c'est une préconisation et cetera. Autant, quand j'ai des structures que j'accompagne qui me disent: «Non, non, mais on va faire un copil au trimestre», c'est pas possible. Un copil au trimestre, c'est que tu pas besoin de piloter, quoi. Donc non, ton plan d'action, il faut qu'il soit ouvert tous les mois. Donc déjà, dans les premières choses, comme je disais, donc plan d'action unique et chaque, action a un pilote. Donc quand j'entends un pilote, c'est quelqu'un qui va être, enfin, c'est quelqu'un qui est désigné, dans l'équipe d'encadrement et de direction. Voilà, pas la peine de voilà, c'est pas et c'est pas forcément la personne qui va faire l'action de A à Z. C'est celle qui en a la responsabilité. Voilà. C'est à elle qu'on va demander des comptes de où est-ce qu'on en est sur tel point. Voilà et c'est elle qui va coordonner la réalisation de l'action. Et en fait, tous tes pilotes deviennent ton comité de pilotage. Et la plupart du temps, ce sont quasiment les mêmes personnes qu'un CODIR, par exemple. Voilà. Voilà, ou qu'un CODIR élargi. Et du coup, l'idée, c'est une fois par mois de se réunir autour du plan d'action. Qu'est-ce qu'on devait faire ce mois-là? Qu'est-ce qui a été fait, pas fait? Pourquoi? C'est quoi les difficultés? Est-ce qu'on reporte? Est-ce qu'on annule? Voilà. Et on prend des décisions, hein, voilà. Et on anticipe, on regarde à 2 mois. Qu'est-ce qu'il faudra faire le mois prochain et puis les 2 prochains mois. Voilà, pas plus. Heu, comme je dis, moi, la personne qui est responsable du plan d'action, si c'est un référent qualité, par exemple, les référents qualité que je peux former, je leur dis toujours: «Voilà, le plan d'action, vous avez toute la charge mentale de l'établissement, parce que c'est vous qui avez une vision de tout le plan d'action». OK. Dans le cadre des copiles, vous allez rappeler aux gens ce qu'ils devaient faire sur le mois qui vient de s'écouler et ce qu'ils vont devoir faire sur les 2 prochains mois, enfin voilà, le mois en cours, on va dire et les 2 mois d'après, sur 3 mois. Pas plus. Tout le reste, c'est vous qui le savez. Donc si à un moment, il y a quelqu'un qui dit: «On ne devait pas travailler sur les escarres», ça va venir. C'est pas maintenant, tu oublies. Voilà, tu passes à autre chose. Parce qu'en fait, ce qui fait des fois aussi qu'on ne met pas en place les choses, c'est que, en fait, on n'utilise pas le plan d'action à sa juste valeur, c'est-à-dire que c'est structurant un plan d'action. Ça nous dit quoi faire à quel moment. Et on se laisse déborder par les actualités, par machin, et cetera. Alors je dis pas, hein, si effectivement on se retrouve avec, un résident qui malheureusement est sorti de la structure, voilà, qu'on a retrouvé, tout va bien, mais qu'on s'est rendu compte que ça a été un peu la galère. OK, peut-être que finalement notre action, réviser la procédure disparition inquiétante qu'on avait planifiée dans 6 mois, on va peut-être l'avancer un petit peu. Ça, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a donc une action de notre plan d'action qu'on va reporter. Ça, c'est des grands dilemmes que j'adore faire aussi. «Ah mais ça, on va le faire avant». D'accord, du coup, qu'est-ce qu'on fait plus tard? Comment ça? Ben je dis: «En fait, le temps, c'est pas» voilà. Donc s'il y a des choses qu'on veut faire maintenant, ça veut dire qu'il y a des choses qu'on va faire plus tard. Sinon, on s'en sortira pas et on va s'épuiser. Donc et encore une fois, on va pas se sentir à l'aise avec notre démarche qualité. Donc du coup, un copil mensuel, moi, ce que j'aime bien, c'est toujours alors oui, grande technique aussi pour éviter les usines à gaz, partir de l'existant. Voilà. Moi, j'aime bien optimiser l'organisation en place, pas rajouter des trucs.
Voilà. Donc, la plupart du temps, au niveau, voilà le plan d'action. Qui seraient les personnes qui rendraient des comptes, qui seraient nos fameux pilotes d'action? Est-ce que ces gens-là, vous vous réunissez déjà avec ces personnes-là, hein, à un moment? Puis des fois, on va me dire: «Ah bah oui, c'est un CODIR». D'accord, votre CODIR, c'est tous les combien? C'est toutes les semaines. OK, c'est tous les mardis, très bien. Eh bien, le premier mardi de chaque mois, ce sera plus CODIR, ce sera COPIL. Voilà. Donc, c'est pas une instance en plus, c'est une instance que vous remplacez. C'est-à-dire que lors de vos CODIR, vous faites les actualités toutes les semaines, vous avancez, et cetera. Exceptionnellement, le premier mardi de chaque mois, ce sera pas on balaye les actus, ce sera on balaye le plan d'action. Et on a ce rythme-là. Voilà. Donc ça, le pilotage régulier, il est hyper important. Donc, quand on a un responsable qualité, le mieux, c'est de lui filer le bébé. Voilà. Ça permet aussi, alors ça, c'est retour d'expérience d'un de mes anciens directeurs qui lui, bah, justement, a fait des CODIR tous les lundis, sauf le lundi où moi je venais, où on faisait comité de pilotage et où il disait lui-même, c'est bien parce qu'en fait, je passe de l'autre côté de la barrière, je me repose, c'est pas moi qui anime la réunion, je dois rendre des comptes, mais en fait, c'est vachement sympa. Voilà, aussi et on se laisse driver. Donc voilà, donc quand on a un référent qualité, effectivement, on lui file le bébé. Sinon, bah, c'est le directeur, enfin l'équipe de direction adjointe, hem, qui s'en charge et l'idée, c'est effectivement de faire le point et après, bah, il y a tout un plan quand on commence à mettre ça vraiment en place sérieusement, je dirais, il y a tout un moment de tuilage où, bah, on va se rendre compte, notre copil, il va durer 1 heure, il va durer un peu moins, on a peut-être fixé trop d'actions, on a peut-être trop de projets en même temps et il va falloir apprendre, en fait, à faire un rythme décent. Voilà, décent et efficace parce qu'on va se poser la question à chaque fois, l'action, est-ce qu'elle a été faite? Est-ce qu'elle a été utile? Puisque point numéro 2, on le fait pour nous. Voilà, c'est pas est-ce que l'ARS est contente parce qu'on a envoyé le document? C'est, est-ce qu'on a vraiment amélioré notre qualité d'accompagnement? Voilà. Ok, non, c'est très clair. C'est vrai que le plan d'action trop chargé, machin et tout, ça me parle beaucoup, beaucoup. Mmh. Trop de trucs en même temps. Et ce qui fait qu'en fait, à un moment, on est bloqué. Tu vois, parce que on passe plus de temps ouais, à savoir par lequel on commence, à comment on va faire, et du coup, c'est carrément pas efficace, quoi. Ça Mmh. devient usine à gaz, parce que derrière, on C'est fait plus ça. rien. On est coincé. Après, le premier comité de pilotage, c'est le plus nul de tous. J'annonce toujours, hein, quand on fait le premier comité de pilotage, c'est le plus pourri parce que là, je viens de centraliser toutes les bonnes idées que vous avez depuis 10 ans dans un seul et même document Excel et on va regarder ce qu'on garde, ce qu'on jette et où quand on le planifie. Voilà, donc là, il faut prévoir des petits gâteaux, du café, du thé, hein, du chocolat chaud parce que ça va être vraiment un Petit cocktail pourri. réconfort. Après, ça va être mieux. Voilà, mais il y a un moment, il faut passer par cette étape-là qui est pas terrible. Une question là aussi. Oui. Comment parce que là, du coup, on est plutôt copil, codir, donc équipe de direction, encadrement. Mmh. Est-ce que, pour que ce soit l'affaire de tous, comment tu impliques les équipes là-dessus? Eh ben, Affirme. ça tombe bien, c'est le point d'après. Véridique. Ok, ok. Mais oui, en fait, donc tu as le plan d'action unique. Donc, comme je disais, on met dedans le PE, le CPOM, le document unique, voilà, toutes ces choses qui nous ont déjà posé des actions. Et dans ce plan d'action, il va y avoir ce que j'appelle toute l'amélioration continue. Et donc, ça, c'est la boîte à outils que j'appelle de l'amélioration continue. Ça va être les réclamations qui permettent de nous remettre en question. Ça va être les événements indésirables qui vont nous permettre de nous remettre en question. Les enquêtes de satisfaction. Des audits internes qu'on pourrait faire, des audits, des audits, des évaluations. On va faire, l'audit, du circuit du linge, par exemple, j'en sais rien, voilà. Mais, le CVS aussi, qui peut être vecteur d'amélioration. Mmh. Et puis dans le cadre aussi des événements indésirables, là, je parlais du document unique, mais on peut avoir les analyses des accidents du travail aussi. Voilà. Ouais. Et en fait, c'est tout ça, toute cette boîte à outils d'amélioration continue, c'est une excellente porte d'entrée, à mon sens, pour sensibiliser les professionnels à l'intérêt de la démarche qualité. Parce qu'on rappelle, au départ, on redonne du sens, lutte contre la maltraitance, charte des droits et libertés. Donc ça, on peut bien faire un laïus auprès des équipes. Par contre, concrètement, pour que ce soit l'affaire de tous, il faut que ce soit intéressant pour tous. Voilà. Et donc, les professionnels, moi, j'aime bien rentrer par la case, ben, justement, des événements indésirables, bien plus d'ailleurs que par la case, on en parlera peut-être des procédures, hein, mais de dire, ben voilà, la démarche qualité, c'est l'organisation irréprochable. L'organisation, en fait, c'est vous. Donc, en fait, ça, c'est vous qui la vivez et qui la subissez même quand elle est pas bonne. Voilà. Donc en fait, dès qu'il y a un événement indésirable, dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, déclarez-le qu'on puisse s'améliorer. Par contre, ça veut dire que notre circuit des événements indésirables, il est hyper calé. C'est-à-dire qu'il y a une déclaration, il va y avoir une analyse et un retour. L'analyse, elle n'est pas dans 6 mois, le retour, il n'est pas entre 2 portes. Ah oui, tiens, on a vu ton signalement de janvier dernier, c'était cool. Voilà, non, on a quelque chose de très structuré. Mais en fait, c'est comme ça
qu'on va pouvoir sensibiliser les professionnels à la participation à la démarche qualité et à leur intérêt, à leur démontrer l'intérêt de la démarche pour eux. Parce qu'ils vont signaler un chariot qui est, voilà, qui est HS et qu'ils vont avoir un nouveau chariot ou qu'ils vont, participer à des tests de nouveaux chariots avec un prestataire, j'en sais rien. C'est parce qu'ils vont, voilà, ils vont mettre en avant, telle problématique, à tel endroit pour un risque de chute pour un résident qu'on va encore une fois améliorer l'accompagnement. Donc, l'idée en fait c'est ça, c'est au travers enfin moi les événements indésirables, c'est, quelque chose que je trouve hyper puissant pour, sensibiliser à la démarche qualité. Parce que c'est vraiment, à mon sens, c'est un des outils qui fait le mieux le lien entre le terrain, hein, on va dire, et l'équipe d'encadrement, de gouvernance, et qui fait vraiment le lien entre l'organisation que j'ai au quotidien et la stratégie organisationnelle que je pense en tant que directeur ou cadre. Voilà, Ouais. Bah, c'est de l'amélioration continue au quotidien, en fait. exactement. Simple et Mmh. efficace. Ouais, le chariot, il marche pas, il est trop lourd, c'est Mmh, chiant. c'est ça. Comment on trouve une solution? OK. Voilà, une organisation, enfin, là, j'ai en tête une structure qui a déclenché une étude, pour passer en 12 heures. C'est son équipe infirmière. À la base, c'est un événement indésirable. C'est plusieurs petits événements indésirables qui ont fait dire, en analyse de cause, en action, si on était organisé en 12 heures, on n'aurait peut-être pas ce problème. Tiens, est-ce que ce serait pas une bonne idée? Et ça a été enclenché comme ça. Voilà. Ce qui est pas rien de faire toute cette réorganisation. Mais le point de départ, ça a été des événements indésirables. Voilà. Ouais. Donc au niveau de la sensibilisation des équipes, ça sert à enfin, alors c'est pas que ça sert à rien. C'est pas le plus intéressant de leur faire comprendre le jargon. Ça va avoir son intérêt pour les évaluations HS parce que ça va permettre que les évaluations se passent mieux et qu'on sache de quoi on parle. Mais en premier lieu, si on veut vraiment investir les équipes, il faut qu'elles y aient un intérêt. C'est pas plus compliqué que ça. Et les événements indésirables, tant que c'est bien fait, ça peut, voilà, ça peut être vraiment, très utile. Mmh. Et donc on a toute notre boîte à outils d'amélioration continue. Et puis, bah, en fait, très vite, avec l'amélioration continue, on commence à se dire: «Ah ben tiens, ben là, il y a eu, tel problème parce que, voilà, j'en sais rien, il y a eu tel problème parce qu'on sait pas, on sait pas, on a eu un escarre parce qu'on n'a pas su faire, on n'a pas su, gérer, enfin tel dispositif ou autre», enfin voilà, que sais-je. Et puis là, on va commencer à dire: «Tiens, ce serait bien d'écrire une procédure». Et là, c'est le merveilleux moment. Voilà, c'est le merveilleux moment de: «Tiens, on va écrire une procédure». Voilà. Parce qu'on adore les procédures et parce que les procédures font partie de la boîte à outils des démarches qualité. Voilà, ISO 9001, tout ça. J'avais dit que je ne redirais pas le mot, mais je le dis quand même. Mmh. Et là, je mets toujours un énorme warning sur les procédures. Déjà parce qu'en un, à partir du moment où on veut créer une procédure, on se pose la question de: «Ah, comment je dois la faire? Est-ce qu'elle doit avoir une cotation? Est-ce que une codification, un machin bidule?» Déjà, c'est une procédure, c'est un protocole, c'est un mode opératoire, c'est une fiche technique, comment on l'appelle? Qu'est-ce que c'est? Dans quelle étagère? Est-ce que je fais un logigramme? Est-ce que je fais pas de logigramme? On se calme. La meilleure méthode pour écrire une procédure, c'est d'écrire celle qui va être utile, utilisable et utilisée. Voilà. Donc là, je renvoie autopromo sur ma vidéo sur les procédures, parce que je résume très bien. Mais pour faire simple, encore une fois, les procédures, on retourne toujours à notre point numéro 2. On le fait pour nous. Donc, pourquoi on veut écrire ce papier? En quoi il est utile? Dans quelles circonstances on va l'utiliser? Qui va l'utiliser? Et du coup, comment je l'écris? Voilà. Mais ça peut être, voilà et quelle forme il va prendre? Voilà. L'exemple que je donne dans ma vidéo et que j'aime bien donner aussi, c'est, il y a 20 ans de ça, on écrivait de la procédure d'hygiène des mains qui restait dans le serveur informatique, voilà et maintenant on a des affiches: «Comment se laver les mains» au-dessus de chaque point d'eau ou au-dessus de chaque distributeur de solutions hydroalcooliques. Parce que c'est quand même vachement plus utilisable et vachement plus utile. Voilà, si vraiment on veut avoir l'info. Non, carrément. Il y a une question de format qui est intéressante. Oui. On avait un problème, nous, dans un établissement, une résidente, qui avait compris que si elle appuyait sur le boîtier rouge du déclencheur manuel, ça ouvrait les portes. Donc, Ah, voilà. Et malin. le truc, à force d'être utilisé, il était chiant à réarmer. J'en avais marre de me déplacer, surtout la nuit, pour le remettre. Du coup, j'avais fait une petite vidéo où en fait, d'une main, je remettais le truc avec mon tournevis et puis, je filmais avec mon téléphone de l'autre et puis en fait, bah, pour que ce soit facilement accessible, on l'a mis sur YouTube, comme par hasard et Ah! je suis retombé dessus il y a pas longtemps, pourtant vidéo pourrie, hein, faite vite fait, rien de
et il y avait 20 000 vues. Eh, Comment comme quoi. réenclencher un déclencheur manuel? Oui. Parce que c'est le truc, en fait, ouais, tu vas regarder une notice ou ça, en fait, tu sais pas, c'est chiant, tu comprends pas ce qu'il dit. Par contre, si tu le vois, tu dis: Mmh. «OK, il l'a fait dans ce sens-là, il l'a mis comme ça, Oui, OK». Et oui, tu vois, une vidéo 40 secondes, un truc comme ça. c'est ça. Donc et ça, Les c'est vrai qu'il faut peut-être se réinventer un petit peu là-dessus. les utilisations de logiciels, par exemple. Mmh. Avoir, par exemple, la, responsable formation qui, si elle est absente, il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse, reprendre la main sur le logiciel de formation et c'est vrai que alors de plus en plus déjà ce qu'on fait de bien, c'est des impressions écran pour dire: ben voilà, là tu cliques à tel endroit ou autre». Mais en fait, d'utiliser, un logiciel de capture et en fait de filmer l'écran pendant qu'on est en train de bouger la souris et de faire toute la manip, c'est super et ce n'est rien d'autre qu'une procédure. Parce qu'on rappelle la définition de la procédure, c'est méthode de travail. Voilà. Ouais. Comment je fais, quoi? C'est le tuto. Exactement. Comment que je fais le truc? Voilà et donc une procédure, c'est vrai qu'on a tendance à la penser sur un support, écrit papier avec, toute la méthodologie de logigramme et cetera. En réalité, une procédure, avant tout, c'est une méthode de travail. Donc quelle est la méthode de travail la plus efficace pour mes professionnels et la plus Ah utile bah, et c'est clair. utilisable? Voilà. Est-ce que c'est, des tas de pictos? On le voit sur les fiches de procédure d'entretien des espaces qui nous sont fournis par les prestataires de produits d'entretien. Ça n'a pas du tout la tête de nos procédures. C'est, tel produit, tel chiffon, voilà, c'est des pictos, c'est des images et c'est au plus simple et c'est plastifié, c'est affiché. Voilà, C'est c'est clair. donc et il faut tout le temps essayer de penser quand même la procédure comme ça. Voilà et puis pourquoi pas, ce serait rigolo de pouvoir envoyer un jour à l'ARS sur un contrôle sur pièce, un lien vers une vidéo YouTube qui explique comment on utilise le logiciel de de gestion comptable. Bon, Berger-Levros serait peut-être pas content, mais mais pourquoi pas? Non, mais tu vois, un truc flippant, je discutais avec enfin flippant et peut-être pas. Je discutais avec un médecin il y a pas très longtemps qui me disait que justement quand il enfin un chirurgien, que parfois il était pas sur des interventions dont il avait l'habitude, qu'il avait une petite tendance à checker sur YouTube, quel geste il devait faire. Oui, Parce que, tu vois? Mais en même temps, c'est toujours pareil, quand tu fais pas et que tu as pas trop l'habitude, oui, bah, tu as besoin de voir pour te c'est ça. remettre, en tête et dire: «OK, c'est bien comme ça, je suis sûr de mon coup et Mmh ça va le faire». Bon voilà. et c'est ça. Après, voilà, on en revient aux 2 intérêts d'une procédure. Il y a que 2 intérêts. C'est soit harmoniser des pratiques. On est plusieurs à faire quelque chose, mais on ne le fait pas de la même façon. Tu vois, récemment, par exemple, lors d'une évaluation à Blanchesse, j'ai posé la question aux professionnels, dans les chambres doubles, comment ils s'assuraient le respect de l'intimité et de la vie privée des personnes lors des soins en chambre double. Et Ouais, ben, j'ai 2-3 professionnels, ils m'ont pas du tout répondu la même chose. Voilà. En préconisation, je leur ai dit: «Réfléchissez à, voilà, à harmoniser les pratiques». Ça donnera peut-être lieu à une procédure ou à une note d'information ou à un document ou pas, j'en sais rien, mais voilà, dans tous les cas, réfléchissez à ouais. harmoniser les pratiques. Là, il peut y avoir un intérêt. Ou juste, une observation dans le plan de soins, de dire: Par «Toilette exemple, lit, attention, on est en chambre oui, double». Je sais pas s'il y a un rideau, un truc ou faites en oubliez pas que, ben, ça peut être un moment où l'autre résident, il est pas là parce que, il se lève tôt mmh, et comment on partage, en fait. En fait, le c'est sujet, c'est ça. surtout parlez-vous. Voilà. Donc donc ça, c'est le premier intérêt d'une procédure, harmoniser des pratiques et le deuxième, c'est de capitaliser un savoir-faire. Ouais, Donc, soit l'exemple que je donnais, la responsable formation, c'est la seule qui sait utiliser le logiciel, je dis, je vais citer une marque Gesform et du coup, elle, il y a des procédures pour que quelqu'un puisse prendre le relais au cas où il y ait besoin. Soit alors, beh, c'est exactement l'exemple que tu donnais sur, une activité qu'on fait pas souvent. Voilà et on a voilà, donc soit, l'exemple que je donne dans mes vidéos, c'est la gestion des archives qu'on fait une fois par an. Donc on a notre petite checklist pour se rappeler: «Ah oui, attends, c'est quoi qu'on garde 10 ans, 20 ans dans les dossiers des résidents?» tout ça, tout ça et puis, sinon, ça peut être en fait toutes les procédures que l'on a dans notre plan de gestion de crise, en fait. ouais, Tout ça, oui, ça a été pour oui, capitaliser un savoir-faire. ouais. Voilà. Si on n'est pas très Heu, organisé. voilà. Typiquement, quand le covid est arrivé, qu'on ne savait pas du tout où on en était, moi, toutes mes structures, je leur ai dit: «On dégaine tuberculose». Parce que tuberculose, je sais que dans notre plan de gestion de crise risque infectieux, ce sont les pratiques qui sont les plus, protectrices. Voilà, puisque c'est Ouais, R. c'est une maladie Donc on part pulmonaire. sur la tuberculose tant qu'on ne sait pas encore ce que c'est. Voilà, quitte à descendre, après, d'un degré, plus tard et donc voilà, j'ai une de mes directrices qui avait blagué quelque temps après, quand on avait commencé à parler d'aérer les pièces
Elle dit, pouah, grâce à vous, ça fait 9 mois, nous, qu'on aère les pièces, Ouais, puisque c'est dans la procédure tuberculose. Mais ouais, sans ça, je veux dire, moi, je ne connais pas par cœur ce qu'il faut faire en cas de tuberculose. Et personne ne le savait. On a écrit la procédure à un moment, on s'est aidé du CEPIAS. D'ailleurs, big up pour le CEPIAS et pour tous les outils qu'ils nous mettent à disposition. Mais voilà, et du coup, ça nous a permis de retrouver. Et d'ailleurs, blague à part, à l'époque, on avait écrit par rapport à la pandémie grippale des procédures gestion d'épidémie de grippe avec des systèmes de sectorisation. On s'est rendu compte avec le Covid que nos procédures, elles valaient que dalle. Qu'on avait imaginé au doigt mouillé comment on ferait et qu'en fait, une fois placé devant, on s'est dit, mais en fait, notre procédure, elle ne tient pas la route. Voilà. ouais, ça marche. Donc, sur certaines procédures où on capitalise un savoir-faire ou alors si on anticipe une crise, je préconise toujours tester votre procédure. Parce que voilà, même si voilà, le jour J, quand on en aura besoin, est-ce que c'est vraiment voilà, efficace et est-ce que ça fonctionne? Ok, on a vu plein de choses. Est-ce que tu aurais un dernier conseil? Dernier conseil, Ouais, j'en aurais yes. tellement. Non, je vais le redire encore une fois, faites les choses pour vous. Ok, Faites les choses pour la structure, pour vos professionnels et pour les personnes accompagnées, voilà, dans l'ordre que vous voulez, hein, d'ailleurs, hein, voilà. Mais voilà, quand vous avez une injonction qui arrive de la DDPP, de l'ARS, d'une réglementation, de ce que vous voulez, posez-vous la question, cette injonction peut avoir un intérêt pour ma structure, quel est-il? Et je vais le faire pour ça. Voilà. Mon intérêt n'est pas de répondre à l'injonction. Mon intérêt, il va être d'améliorer mon organisation. Et c'est comme ça que vous allez vraiment éviter beaucoup, beaucoup d'usines à gaz. Donc voilà, sur le dernier vraiment conseil, ouais. C'est vrai que la démarche ce qualité, serait c'est une celui-là. logique gagnant-gagnant, sinon ça marche pas. Oui, Que ce c'est soit ça. pour tout le monde, les équipes, les résidents, il faut faire des choses, Mm, mais il faut que ça ait du sens, un intérêt et que tout le monde y trouve son compte, parce que si c'est au dépend de quelqu'un, mm. ça va pas bien en fait. Ben, c'est ça. Les pires démarches qualité, c'est les démarches qualité qui sont là pour justifier. Et les pires Ouais. démarches des risques, c'est celles qui sont là pour, comme on disait, ouvrir des parapluies. Voilà. C'est voilà. La démarche. Alors, tout ce qui va être gestion des risques, pour la parenthèse, pour moi, ça, c'est le niveau supérieur. Parce que pour moi, vraiment, la gestion des risques, c'est quand quand la qualité, en fait, rencontre la gestion des risques, là, on est dans des actions préventives. Tout Ouais. ce qu'on a vu tout à l'heure, on est sur alors soit de la gestion de projet, on va dire de l'innovation, soit on est sur de l'action corrective parce qu'il y a eu un dysfonctionnement et qu'on s'améliore. Et en fait, quand on commence à parler Totalement au gestion des quotidien. risques, là, on est sur du préventif. Typiquement, ce qu'on fait déjà dans nos documents uniques. On identifie les situations de travail dangereuses et on met en place des choses pour éviter l'accident. On fait du préventif. Ouais, Voilà. Et bon, des fois, malheureusement, du correctif parce que des accidents ont déjà eu lieu, retour d'expérience, mais voilà. Et en fait, la démarche de maîtrise des risques, en fait, elle pousse cette analyse sur tous les événements qui pourraient venir perturber notre organisation irréprochable et nos prestations. Voilà. En fait, et c'est là où on voit les outils de cartographie des risques qui peuvent exister que je préconise pas forcément si on n'a pas un responsable qualité sur site, très clairement, parce que alors c'est une démarche de réflexion qui est très, très intéressante, mais qui est quand même assez chronophage. Si on n'a pas un temps dédié, on risque de s'y perdre un peu et en fait, on a déjà tellement d'améliorations à apporter par rapport aux dysfonctionnements qu'on rencontre que le préventif attendra. C'est pas grave. Mm. Mais c'est là où on va voir effectivement les cartographies des risques et puis c'est le lien vers notre plan de gestion de crise, notre plan de continuité d'activité. Voilà. Parce que j'ai un ascenseur, j'ai le risque qu'il tombe en panne. Parce que, loi de Murphy, j'ai un risque qui tombe en panne un vendredi, que je n'ai pas de réparation avant le mardi. Entre mon vendredi soir et mon mardi midi, comment je gère toute mon organisation sans ascenseur? Voilà. Mm. Et c'est parti. On se met autour d'une table et on y réfléchit. Pour Voilà. moins subir, ouais. Et donc, voilà. Et là, c'est quand la qualité et la gestion des risques se rencontrent. Parce qu'en fait, j'ai une organisation aujourd'hui pour les repas, pour se déplacer dans la structure, hein. En fait, il y a plein de choses, hein, au niveau des ascenseurs, c'est pas pour rien que je prends cet exemple. Et en fait, il va y avoir la gestion des risques, c'est de se dire, OK, c'est quel est le grain de sable qui va venir tout me foutre en l'air. Voilà. Donc, et j'anticipe, c'est-à-dire que voilà, ce grain de sable ne m'atteindra pas et j'arriverai, voilà. D'ailleurs, ce qu'on fait entre la prévention des risques et la maîtrise du risque. Voilà. Pour dire sur quelque chose qu'on connaît, on a tout le registre de sécurité qui vient expliquer en fait comment on prévient le risque d'incendie. Okay. Ouais. Mais par contre, on a formé
tout le monde à l'incendie, on a un SSI qui est opérationnel, on a des instincteurs, on a tout. Parce qu'un départ de feu, ça arrive et qu'il faut savoir maîtriser tout de suite. Voilà. Et si on n'a pas tout ce système-là, en fait, le départ de feu devient très vite un incendie. Ouais. Oui, et c'est aussi une démarche qualité, enfin, au-delà de ça, Mmh. de gestion du risque Complètement. et d'amélioration continue, de retour d'expérience. OK. Ouais. Pour conclure, alors, je pense qu'il faut vraiment orienter tout le monde vers, tes vidéos YouTube qui sont quand même, enfin, je trouve, très concises, vraiment super bien faites, en fait. Il y a un côté vraiment sympa, ludique et tout ça, je les ai trouvées vraiment super. C'est Hem, gentil. Comment on les retrouve? Sur YouTube, c'est pas tout le monde Dans le connaît grand YouTube. la chaîne s'appelle Instant Qualité des ESSMS. Voilà. OK. Et puisque le running gag, en tous les cas étant, enfin voilà, le parti pris des vidéos, c'est on prend 5 minutes et un café pour parler qualité. Voilà, donc c'est d'où le titre de la chaîne qui est l'instant qualité des ESSMS. Voilà, Ouais. donc normalement avec ça on me retrouve et puis avec, Sylvie Henry Espargilère, on me retrouve sur LinkedIn. À partir de là, on peut arriver à retrouver, tout et puis mon blog, conseilqualité.com. Voilà, ça c'est mon site internet. Vous avez l'onglet blog et puis, il y a, plusieurs choses, voilà, que je publie, sur des articles sur les critères impératifs, voilà. Donc, tous les outils. Tout est téléchargeable gratuitement, il y a pas besoin de laisser son adresse mail ou autre, voilà. OK, Et pour super. s'abonner à la newsletter, pareil, c'est sur le site internet, à partir du site internet. Et ben, merci pour toutes ces infos et Eh bien, merci à peut-être toi. à bientôt. Je pense qu'il y a pas mal de sujets qu'on aurait pu aborder, mais, Oh mais tellement. on va bien discuter. Mais je Nickel. reviendrai Oui, bah, ouais, quand tu veux. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout, j'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.